Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles en Égypte, mais aussi on va parler de l'accord cadre politique sur la transition au Soudan qui vient d'être signé aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed Lessinansef. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on va présenter quelques nouvelles et vous allez analyser chaque nouvelle. On commence avec le Soudan et l'Égypte qui a salué la signature de l'accord cadre politique sur la transition de ce pays. Cet accord constitue une étape importante et cruciale pour établir les principes liés aux structures de gouvernance au Soudan, a souligné un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a exprimé son plein soutien à cet accord, ainsi que sa disposition à la coopération avec les diverses parties soudanaises dans leurs efforts visant à atteindre un accord définitif réalisant les aspirations du peuple soudanais et renforçant le rôle du Soudan dans le soutien à la paix et à la stabilité dans la région et dans le continent. Monsieur Ahmed Lessinansef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Tout d'abord, félicitations au Soudan. Comment vous trouvez la signature de cet accord cadre? Je pense que c'est un pas très important dans la bonne direction. Le Soudan a assez souffert pour quelques années. Et je pense qu'avec tous les défis économiques qui sont un peu partout dans le monde et qui sont beaucoup plus accentués dans les pays sous-développés, et notamment le Soudan. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe, on n'a pas la capacité d'avoir en plus de tout ça, disons, on ne va pas dire une guerre civile, mais des conflits locaux qui sont assez abrasifs. Oui. Donc avec la signature de cet accord, j'espère que les choses vont se soulager et ça va se calmer un peu, que ceux qui sont en charge du pays peuvent se concentrer à comment améliorer le style de vivre, le niveau de vivre au Soudan. Malheureusement, dans la dernière période, on a vu pas mal des choses qui font vraiment mal au cœur, notamment le niveau des services sanitaires, le pourcentage de meurtres des infantiles, la situation, c'est vraiment triste. Et ce qui est vraiment triste, que le Soudan est un pays riche en ressources. Donc vraiment, le Soudan peut être un des pays globaux, un joueur global dans les produits alimentaires avec les terrains, agriculture qu'il a. Mais notamment quand on a des conflits, des guerres, c'est très normal que le focus n'est pas là. Donc je pense que c'est bien le moment que nos confrères en Soudan se concentrent et se focalisent un peu sur le développement de leur futur, de leur pays, de l'avenir de leurs enfants et les générations qui viennent. Donc nous sommes très heureux et on espère que ça va rester comme ça. De quoi il s'agit cet accord cadre politique? C'est un peu pour redéfinir les responsabilités. C'est quoi le rôle de l'armée? C'est quoi le rôle des partis politiques? Quels sont les partis politiques reconnus par l'État? Et ils ont bien nommé les partis économiques. Le rôle la différence entre le rôle du police, du département d'intelligence, et ils ont passé un peu de temps en expliquant ça, et l'armée, et puis les partis politiques. Et c'était très clair dans le mot que le chef de l'armée Burhan a donné, que vraiment l'armée se retire de toutes les activités politiques et il laisse ça aux civils. Et je pense que c'est un pas très important et on espère que le civil peut fonctionner comme il faut pour une deuxième fois que le pays se focalise dans la bonne direction. L'armée avait dit lors du coup d'État d'octobre dernier
que ce sont les civils qui étaient la cause des souffrances des Soudanais, avec la façon de direction du pays, ce qui a mené à une crise économique dans le pays. Comment peut-on fixer ça? Civil, si on voudrait dire que les civils, ça veut dire qu'ils ne sont pas militaires, peut-être que c'est juste, mais les civils, ils viennent dans toutes sortes et toutes couleurs. Donc il y a des civils qui sont communistes, il y a des civils qui sont socialistes, il y a des civils qui sont islamistes. Et donc c'est quel civil? Moi, personnellement, je pense qu'après le régime du Béchir, et autant qu'il a duré, on a vu vraiment cet pays est en train de dégrader avec une cadence assez rapide, que ce pays ne le mérite pas vraiment. Oui, bien sûr. Donc, si on veut dire par les civils, les islamistes, moi, plus ou moins, je suis d'accord avec ça. Et là, on a plusieurs partis qui sont dans des directions différentes, et c'est très normal. Mais ce qui n'était pas normal, c'était le conflit qu'on a vu à Darfour, les conflits qu'on a vu de l'autre côté, à l'est du pays, et ce genre d'instabilité, la manque d'électricité, Est-ce qu'on peut imaginer un pays comme le Soudan a un manque de l'eau potable? Ils ont trop d'eau. Si jamais on peut utiliser et une crise alimentaire avec des terrains de milliards d'hectares qui sont très fertiles. Mais la tête n'est pas là. On est en train de... Et c'est normal parce que ils sont en train de chercher comment se protéger. Si un village est inquiète ou une ville est inquiète, quand est-ce qu'elle va être attaquée et avec qui, si on va voir la balle, ça vient de quel côté. On n'a pas le temps, on n'a pas la tête claire pour aller faire des activités économiques. L'Égypte a demandé à la communauté internationale de soutenir cette transition de la part des Soudanais. Alors, de quoi s'agit-il ce soutien? Comment la communauté internationale pourrait soutenir le Soudan? Pour commencer, la direction la plus importante, c'est la direction des dettes. Ouais. Si on regarde le GDP du Soudan, on regarde les dettes du Soudan, pratiquement la réponse, dans un seul mot, impossible. OK. Donc, il y a un besoin ou de soulager le Soudan d'une partie assez importante pour que son économie puisse fonctionner. Aujourd'hui, on a un décalage entre les deux qui rend que n'importe quel genre de programme d'amélioration, de restructuration économique est pratiquement impossible. Donc là, et les detteurs sont plus ou moins les pays occidentaux. Donc je pense que la position de l'Égypte était de maintenant aider-les pour qu'ils essayent de sortir de où est-ce qu'il est. Oui. Et je pense que l'Égypte va soutenir, on a déjà soutenu, le président Sisi a déjà soutenu, il y a presque 2 ans, si je ne me trompe pas, la mémoire à une restructuration pour les dettes sudanaises. Ouais. Donc aujourd'hui, on a besoin, et ça c'était avant le Covid, au commencement de Covid. Donc maintenant, on a tout l'effet du Covid. Et en plus, on a l'effet du guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc vraiment maintenant, c'est plus un besoin d'une restructuration, c'est un besoin d'un soulagement assez important. On ne dit pas à 100%, mais importante que l'économie soudanaise peut recommencer à fonctionner d'un côté. Et de l'autre côté, la deuxième partie, ça devient donc l'aide technique. Comment faire les choses, comment développer plusieurs branches de l'économie. Et parce qu'une deuxième fois, c'est pas facile à dire, mais le Soudan est un pays riche, en ressources au moins. Exactement. Okay. Bon, je passe à notre sujet suivant. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui l'axe Tamir à Alexandrie. Cet axe est un important bond qualitatif visant à ouvrir de nouveaux horizons de développement pour la région de l'ouest d'Alexandrie et à relier le port de Dekhela à la route désertique, à la route internationale côtière et à la ville de Bourg el-Arab. Salih Ahmed et Arachoucha nous donnent les détails.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce lundi l'axe de Ta'mir à Alexandrie qui s'étend sur 35 km depuis son intersection avec la route du désert du Caire Alexandrie jusqu'à la route Sidi Krir, aéroport Bourg al-Arab, avec 9 voies de circulation dans chaque sens. Le nouvel axe est considéré comme un ajout et un énorme saut qualificatif qui ouvrirait de nouveaux horizons de développement pour toute la région ouest du gouvernorat d'Alexandrie et augmenterait son espace urbain. Il relie le port de Dekhela à la route du désert, à la route côtière internationale et à la ville de Bourg al-Arab pour devenir une artère de développement vital pour relier Alexandrie à la nouvelle ville d'El Alamein via la route côtière. L'axe de reconstruction constituait une nouvelle étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État, consistant à établir un réseau de routes et d'axes dans toute la République. Ces axes ne facilitent pas seulement la circulation et la traversée des citoyens, mais elles sont devenues aussi de nouvelles artères de vie qui soutiennent les efforts d'expansion urbaine organisée et de complexes résidentiels modernes, améliorant les rendements économiques et commerciaux, offrant des opportunités d'emploi et reliant les projets nationaux pour qu'ils s'intègrent les uns aux autres en tant que reflet d'une vision de développement global et une philosophie scientifique profonde envers la construction, la reconstruction et le développement. Alors, Monsieur Ahmed El Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, voilà, c'est le sujet principal de notre édition. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui l'axe El Ta'mir à Alexandrie. Parlez-nous de cet axe, de son importance. Ça devient de plus en plus difficile pour moi pour reconnaître le nombre des inaugurations que Son Excellence le Président est en train d'inaugurer. C'est pas ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse énormément, c'est pas la question de cet axe lui-même. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est sur un niveau un peu plus macro. Ouais. Il y a plus que 40 ans, pratiquement les Égyptiens étaient en train de vivre sur 2,5 de la surface de l'Égypte. Là, au bout de 9 ans ou 8 ans, on a évolué, on a commencé à utiliser jusqu'à presque, on est plus ou moins à 10% de surface de l'Égypte. L'Égypte est un pays assez large, on n'est pas un petit pays. Mais la façon avec laquelle, et ça c'est très normal dans l'urbanisation, les gens passent vivre où il y a des activités économiques et où il y a des endroits vivables. C'est aussi simple que ça. Et on avait toute cette petite partie juste autour du Nil et le delta où il y avait une concentration énorme. Je pense qu'à un moment donné, on a atteint la concentration plus élevée de population par kilomètre carré. Donc, qu'est-ce que l'administration présente et le président sont en train de faire? Ils sont en train d'élargir l'utilisation d'une des plus importantes ressources qu'on a en Égypte, c'est les terrains égyptiens. Alexandrie est un très bon exemple parce que la ville, si vous la pensez, elle est un peu coincée dans 16 km de côte sur la mer et on a Aboukir de l'est et de l'ouest on a les autres villes et le nord, la côte nord. Donc là, la ville est coincée. Je pense, si je ne me trompe pas, maintenant Alexandrie, la population de l'Alexandrie a dépassé 10 ou 12 millions. Et les gens sont en train de croître. Donc, ça devient de plus en plus invivable, vraiment. C'est ça la vérité. Ça devient de plus en plus le Caire. Mais un peu plus difficile, parce que le Caire, on a, ou de l'ouest, on a du désert où on peut aller évoluer dans cette direction, ou de l'autre côté. On a vu toutes les choses qui ont été développées, toutes les nouvelles villes et toutes les concentrations
immobilière que nous sommes en train de voir. Mais Alexandrie n'a pas ce luxe parce qu'elle est vraiment coincée dans ces 16 kilomètres. Donc, ce qu'on est en train de faire, l'Égypte, bien sûr le président et l'administration, il est en train de, à droite, partir dans la direction d'Aboukir et évoluer cette partie et même faire de la réclamation dans la mer et en protégeant toute cette surface. Et de l'autre côté, et là, le sujet de l'axe qu'on est en train de discuter aujourd'hui, on est en train d'élargir la surface disponible pour Alexandrie, pour les citoyens de l'Alexandrie, pour qu'ils y vivent. Mais en faisant ça, donc vraiment c'est une évolution dans le niveau de vivre. Pour la première fois, il y a des gens qui peuvent penser que je peux vivre dans une maison et pas nécessairement. C'était comment dire, imaginable, si vous voulez, de penser à vivre dans une maison en Alexandrie. Ça n'existait pas. Ce sont des petits trucs appart sont tous coincés. Là, on est en train d'élargir et utiliser les ressources qui sont disponibles. En faisant ça, on est en train de faire des projets énormes. Ce qui veut dire quoi? Et on a un petit proverbe qui dit quand le bâtiment bat, tout va. Ça veut dire quoi? La construction, l'urbanisation, l'utilisation de créer des nouvelles villes, ça crée des emplois. Ça fait marcher la cycle des affaires. Et là, on est en train de créer un cycle économique pour les habitants, pour les jeunes qui sont en train de sortir sur le marché du travail dans cette région. Donc vraiment, on est en train de faire deux choses à la fois. Élargir la surface, que la qualité de vie s'améliore, et on a des places pour accommoder les jeunes qui sont en train d'avoir besoin de logements, et de l'autre côté, créer une activité économique pour être capable d'utiliser les ressources qu'on a et dans toutes les directions. Et ça commence d'un travailleur simple, manœuvre, jusqu'à un ingénieur ou quelqu'un qui a de planification. Donc vraiment, ça commence du bas jusqu'à la plus haute niveau d'éducation. Donc je pense que c'est génial. Et ce projet est encore une pierre dans une très grande mur de construire la nouvelle Égypte ou la nouvelle République égyptienne. Cet axe va servir de quelle région à quelle région? Qu'est-ce que ça va faciliter la circulation ou bien le déplacement? C'est entre le centre d'Alexandrie qui est très encombré, qui est et même avec toutes les solutions, ils ont essayé pas mal de solutions qui sont très créatives, si vous voulez, surtout la corniche, que ça vient dans un sens unique et tout. Mais à un moment donné, on est en train de... La capacité, la croissance des voitures et de la population, vraiment, c'était impossible, même avec 2 ou 4 élèves. En été, parce que on ajoute, je pense, 3 ou 4 millions encore habitants. Mais ça devient infernal, vraiment. Et c'est une ville très belle. Oui, donc, elle mérite quelque chose un peu mieux que ça. Et c'est là que nous sommes en train de faire. Donc, je pense que c'est un pas dans la bonne direction et ça fait partie d'une stratégie qui est plus grande. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on est en train de faire, parce que c'est pas ad hoc. C'est pas on se réveille de cette côté du lit aujourd'hui, donc on fait un... Non. Il y a une stratégie globale. C'est bien planifié. Et puis on a des exécutions dans une direction avec une vision. Donc là, c'est la gestion stratégique du pays. Et c'est ça ce que j'admire avec l'administration présente. Parfait. Bon, on reste toujours sur Alexandrie, qui fait l'objet d'un vaste plan de développement urbain. L'objectif, entre autres, est de limiter l'impact des changements climatiques sur la ville, ses plages
et son patrimoine. Nommée la perle de la Méditerranée, Alexandrie est non seulement une station balnéaire, mais aussi une station hivernale. Elle est la deuxième plus grande ville d'Égypte avec une population d'environ 4 millions d'habitants. L'Alexandrie est restée la capitale de l'Égypte pendant près de 1000 ans et était immensément prospère en raison de sa position commerciale stratégique entre la Méditerranée et la mer Rouge. La ville côtière connaît aujourd'hui une dynamique de développement sans précédent dans plusieurs domaines. Il s'agit d'un vaste plan de développement à plusieurs volets qui vise notamment à moderniser et à protéger les infrastructures et les installations sociales, historiques et culturelles et à construire de nouvelles zones urbaines à la place des zones informelles. Ce plan comprend entre autres le lancement de projets d'investissement économique et touristique ainsi que la restauration des plages d'Alexandrie en leur donnant un aspect esthétique. Pour limiter l'impact des changements climatiques, le gouvernement a lancé des projets titanesques afin de protéger le patrimoine alexandrin. Le plan de développement prévoit aussi le réaménagement de plages, surtout celles qui ont disparu à cause de l'agrandissement de la corniche ou en raison des changements climatiques. 8 projets de développement sont actuellement en cours d'exécution le long de la côte d'Alexandrie, avec un coût de 1 680 millions de livres égyptiennes. Ce développement vise non seulement à limiter l'impact des changements climatiques, mais aussi à assurer le développement durable de la ville. Le gouvernorat s'apprête ces jours-ci à inaugurer des projets d'axes routiers et de développement urbain. D'autres projets visant à préserver l'identité culturelle de la ville sont actuellement en cours, comme celui de l'identité visuelle, un projet innovant visant à donner à la ville d'Alexandrie un nouvel aspect qui lie la noblesse du passé à l'originalité du présent. Injecter de nouveaux investissements se trouve également au cœur de ce plan de développement. L'État a lancé un plan intégral pour le développement des zones industrielles. Le gouvernorat d'Alexandrie est le centre de l'industrie, du commerce et des services. Il représente plus de 40% de l'industrie égyptienne et transporte plus de 60% du commerce extérieur de l'Égypte via son port international. Sur un autre volet, et dans le cadre du plan de modernisation du gouvernorat, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accélérer les efforts pour finaliser les projets de développement de l'Est d'Alexandrie conformément aux normes mondiales, notamment la création de la nouvelle ville de 5e génération d'Abou Qir. Ce sera la première ville égyptienne à être entièrement construite sur une île artificielle pour devenir une cité commerciale et d'investissement. Monsieur Ahmed El Nassef, je rappelle que vous êtes consultant en gestion international en gestion et en économie. Voilà, l'une des villes exposées au changement climatique avec un danger envers ses plages, c'est Alexandrie. Alors, comment le pays fait pour protéger cette magnifique ville mondiale, Alexandrie? C'est une des villes, mais ce n'est pas la seule ville. Ça, c'est quelque chose de très important à noter. Je pense que seulement qu'on a eu un peu plus d'attention après les commentaires qui sont venus du Premier ministre anglais quand il a discuté ce sujet. Mais l'idée, vraiment, c'est très simple. C'est une théorie que, avec le réchauffement climatique, ce qui va se passer, que la neige qui est surtout dans le pôle Nord qui va fondre et le niveau d'eau des mers et des océans vont augmenter, là qui va menacer... à faire des vagues. Des vagues, mais vraiment, en fin de compte, une vague, ça vient, ça part, mais que le niveau d'eau, normalement, il va avoir un peu plus d'eau parce que l'eau est un peu plus... comment dire, la surface que l'eau prend, c'est un peu plus que la neige qui va fondre, ou il attend à fondre. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est
un projet qui est assez important, des barrières qui sont en défense qui sont en train de défendre les côtes égyptiennes d'une possibilité pareille. Et c'est un projet assez important. Et vraiment, ce n'est pas la première fois qu'on est en train de voir dans le monde. Hein. Peut-être que c'est la première fois en Égypte, mais on a vu pas mal de fois. Aux Pays-Bas. Absolument. L'idée du Pays-Bas, et c'est d'ici que le nom est venu, hein, Pays-Bas. Oui. Et c'est que le niveau d'Hollande, ou les Pays-Bas, est un peu plus bas que la mer. Et moi, personnellement, il y a quelques décennies, presque 35 ans, que j'avais un peu de chance et j'ai fait un recherche du marketing pour les pays du Nord et inclut 4 ou 5 ports dans les Pays-Bas. Donc, et là, ils ont fait pas mal de réclamations. Et c'est eux qui ont commencé les réclamations qu'on a vu, par exemple, Dubaï est en train d'adapter. Et c'était vraiment développé là-bas. Donc, on ne doit pas rentrer dans un panique. On est tous au courant, le gouvernement est au courant, et on est en train de travailler dessous avec des systèmes de protection pour protéger les côtes égyptiennes de ce risque. Donc, oui, ça peut se matérialiser, mais ça ne serait pas la première fois. Et je pense que c'est très gérable. Si ça va dépasser les assumptions qu'on a, peut-être il va avoir un peu plus de risques, mais ça reste toujours gérable parce que c'est pas un tsunami. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Donc il y a des mesures, ça prend du temps. Et on a le temps toujours pour réagir. C'est pas que le Nord Pôle va se fondre dans 2 jours ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est sur la mer. C'est trop simplifié de démontrer et présenter les choses un peu comme ça. Il y a un risque, oui, il y a un risque. Et on est en train de travailler sur ça. Très bien. Là, depuis quelques années, l'Égypte se dirige vers la transition en énergie renouvelable. Et ça va aider bien sûr à faire face au changement climatique. Et ça fait partie quand même des recommandations de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh. Là, quels sont les grands projets égyptiens pour la transition vers l'énergie renouvelable? Si vous me permettez, je veux partager avec vous une petite histoire personnelle, si vous voulez, parce que moi, personnellement, je l'ai fait. J'ai transformé ma maison à 100% énergie solaire. Je peux vous dire que je suis très heureux. Vous ne payez plus. Pratiquement, écoutez, pratiquement oui. Oui. Pratiquement oui, je ne paye plus d'électricité. Et j'avais des factures d'électricité qui faisaient peur. J'imagine. Donc, ça fonctionne et ça marche. Il y a un prix d'installation. C'est la même chose exactement dans un foyer personnel ou pour le pays. C'est l'idée qu'il y a un investissement initial qu'on doit y mettre dans les photocells et tout ça, mais après ça, ça économise de l'argent d'une façon que je n'avais pas pensé possible, vraiment. Donc, ça, c'est concernant l'économie. Absolument. Oui, moi je parle changement climatique. Et le changement climatique qu'on est en train c'est comment vraiment tourner une crise à une opportunité. Oui. Donc, le monde est en train de se réchauffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de soleil. OK, comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme une ressource pour améliorer notre vie et améliorer notre situation économique? C'est ça l'idée. Un des projets qui est très important qu'on est en train de gérer, je pense que n'importe qui venait de la part du Zafarana, Hurghada et tout, a vu les éoliennes en place dans les 2 côtés de la route. Et ça, c'est un peu plus compliqué.
mais c'est une autre source pour utiliser une force naturelle, celle du vent, pour créer encore de l'énergie. Et finalement, on a l'idée du hydrogène vert. Et ça, c'est énorme. Si on peut vraiment, et je pense qu'on n'est pas en train de partir dans cette direction, utiliser ces ressources pour augmenter notre capacité, notre, disons, aux sources d'énergie, on peut toujours vendre les énergies traditionnelles qu'on a, par exemple comme le gaz liquidifié ou comme le pétrole, ailleurs. Et ça a une rentabilité économique qui est assez importante pour nous. Donc je pense que c'est un très bon exemple comment est-ce qu'on peut transformer une crise à une opportunité. Très très bonne expression, j'aime bien. Ou bien hypothèse peut-être. Absolument. Voilà. Bon, mais ça marche. Ah Je l'ai essayé plusieurs fois. Ah oui, bien sûr, la preuve. Bon, on passe à notre dernier sujet pour ce soir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les indicateurs économiques à la lumière des répercussions persistantes de la situation mondiale. Ceci a lieu lors de son entretien depuis quelques jours avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd. Salih Ahmed Yarachoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu la semaine dernière avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, pour examiner les indicateurs économiques à la lumière des répercussions persistantes de la situation mondiale. Le président a dirigé de poursuivre les études spécialisées liées à la situation économique mondiale et à ses répercussions sur l'économie égyptienne et le processus de développement, en particulier en ce qui concerne l'escalade des taux d'inflation mondiaux et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie à la lumière de leur pénurie mondiale, en plus de la turbulence continue des marchés financiers mondiaux et des chaînes d'approvisionnement internationales dans le but de préserver les acquis des efforts fructueux déployés ces dernières années dans le domaine des réformes économiques. La ministre de la Planification a passé en revue l'évolution des indicateurs économiques dans le monde à la lumière de leur impact sur les répercussions de la crise russo-ukrainienne, le ralentissement du taux de croissance mondiale et les effets de ces répercussions sur l'activité économique nationale. Elle a indiqué que l'économie égyptienne devrait atteindre une croissance globale d'environ 5% d'ici la fin de l'exercice en cours, ce qui dépasse les attentes économiques antérieures dans ce contexte par diverses institutions internationales. En ce qui concerne le sommet mondial sur le climat COP27 tenu à Sharm el-Sheikh, Mme Saïd a indiqué que le Caire va accueillir le Centre régional des Nations Unies pour la localisation des objectifs du développement durable qui devrait se trouver dans le cadre des sièges régionaux des organisations internationales dans le quartier diplomatique de la nouvelle capitale administrative. Elle a également présenté les initiatives les plus importantes du ministère lors du sommet, notamment les projets du Fonds souverain de l'Égypte pour attirer les investissements dans le domaine de la transformation verte, notant que le fonds, en tant que bras d'investissement de l'État, promeut le programme d'hydrogène vert en coordination avec les agences gouvernementales concernées. Alors, Monsieur Ahmed Lessi Nassif, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. La crise économique mondiale, comment ça affecte les économies des pays en voie de développement, comme l'Égypte? Ce sont des temps très durs. Donc, on a vu ce qui est en train de... Il y a une grève en Angleterre, très sérieux, pour les travailleurs dans le transport, notamment les trains. Ouais. Il y a aussi des grèves en France, dans plusieurs secteurs. Donc, si on peut classifier la France et l'Angleterre comme des pays très développés, ce sont des top 7,
ou G7 comme ils les appellent, on peut seulement imaginer que ce climat est plusieurs fois plus dur que les pays qui sont en train de se développer un peu comme l'Égypte. Si je peux emprunter ce que j'avais dit en la partie précédente, d'une crise, il sort toujours une opportunité. Donc c'est quoi l'opportunité qu'on a sortie? On a appris pas mal de leçons de cette crise. On a appris des leçons, c'était un peu dur, c'était cher, mais on a appris des leçons. On a appris une leçon que l'argent chaud n'est pas un moyen ou un outil qu'on peut compter dessous pour préserver les réserves de devises internationales aux banques centrales. Parce que, c'est comme le nom suggère, c'est de l'argent chaud. Ça veut dire que si jamais il y a une opportunité ailleurs, ça peut voler. Voilà. Ça vole et ça vole rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et l'administration, le président est en train de travailler sur ça, c'est la profondeur de l'industrie. Qui veut dire quoi, vraiment? On avait pas mal de choses qui étaient fabriquées, on pensait, ou on disait que ça ou ça était fabriqué en Égypte. Mais la vérité des choses, que la valeur ajoutée était minime, vraiment. Donc, on apportait comme matière première des choses disons, dans le 80% de composition de n'importe quel, la plupart des produits, dans les 80%. Donc là, quand on dit qu'on a une industrie en Égypte, ça reste que ce qu'on offre, c'est l'endroit où ça se rassemble, les travailleurs, les machines et les utilités, notamment l'électricité. Le problème, c'est quoi? Quand on a 80% de composants de production qui sont importés, et puis les sources ou les fournisseurs, ou les pays où les fournisseurs sont situés, est en train de souffrir d'une inflation énorme. Et quand on continue de faire les importations, on est en train d'importer l'inflation avec ce qu'on est en train d'importer, le produit lui-même. Et c'est un cycle. C'est un cycle. Ouais. La seule façon qu'on peut couper ce cycle, c'est de profondir le niveau d'industrie localement. OK? Donc, au lieu qu'on est en train, où ça fait 80% de ce qu'on est en train de produire est déjà importé, si on peut diminuer ça à 50, à 40, à 30, les turbulences économiques qui sont en train de se passer ailleurs ne vont pas nous toucher avec cette magnitude. Okay? Parce qu'on est vraiment touché et on est vraiment gêné par l'importation de ça. Et si on va arrêter l'importation, on va arrêter l'industrie. Et ça, c'est pas une solution. Bien sûr. Donc, la seule solution, malheureusement, où on est, c'est de continuer, mais les prix vont flamber. Donc, la population normale va souffrir. Donc, la leçon qu'on est en train d'apprendre, un peu cher, un peu dur, mais ça reste toujours qu'on a un travail à faire pour approfondir l'industrie égyptienne. Et je pense que le message est arrivé 5 sur 5 pour l'administration présente, et l'administration présente est en train de travailler rapidement sur ça. Jusqu'à ce qu'on peut atteindre ou réduire la dépendance sur
des fournisseurs qui sont ailleurs, on est en train de suivre ou partir dans la même direction d'inflation, même si on n'a vraiment rien à voir avec cette inflation. C'est la nature des choses, c'est comment l'économie fonctionne, c'est une réaction de chaîne, c'est dur, mais au moins on est en train d'apprendre. Mais c'est difficile, je peux vous dire que c'est difficile un peu partout. C'est la flambée des prix des produits de nécessité dans tout le monde entier qui affecte les prix chez nous. Écoutez, je peux vous dire, moi cette année j'ai parti presque pour quelques mois en Amérique et quelques mois au Canada. Je peux vous dire aussi de l'autre côté de l'Atlantique, la pression est assez élevée. Pourquoi? Moi, j'étais toujours un avocat de mortgage ou de hypothèque de logement. Mais là-bas, ce qui est en train de se passer, que par exemple, quelqu'un est en train de toucher un salaire sur tous les niveaux. Disons qu'il a dédié 25 à 30% de son salaire pour l'hypothèque. Et là, c'est où il vit, lui et ses enfants et sa famille. Ce qui se passe, la plupart, surtout que, je ne me rappelle pas, presque 20 ans ou 15 ans au moins, qu'on a plus ou moins des taux d'intérêt trop bas. Donc tout le monde prend ce qu'on appelle le floating. Okay? Le floating hypothèque, ça veut dire que c'est une hypothèque qui marche avec un corridor plus un certain pourcentage. Avec ce qui vient se passer, et ça se passait très rapidement, disons, il avait 30% ou 25 à 30% normalement de son income qui était vraiment dédié à l'hypothèque. Ça a doublé. Et il n'a pas le choix. Autrement, le système nord-américain est un peu dur, donc il va être, c'est pas même comme le système européen, il va être jeté littéralement dans la rue. OK, s'il ne paye pas. Donc, soudainement, il a vu les banques qui sont en train de mettre leurs mains dans sa poche pour prendre encore, disons, 20% de plus. Donc, au lieu de 25%, c'est devenu 45%. Et ça, avec l'augmentation des prix d'essence, les gens vraiment sont très gênés. En Amérique du Nord. Ils souffrent. Et je parle de tout niveau, parce que même ceux qui touchent 3, c'est comme ceux qui touchent 10, parce que chacun a dédié 30% de son revenu mensuel ou annuel pour financer son hypothèque. Donc tout le monde est vraiment gêné. On espère que ça s'arrête très rapidement. Voilà, ces conclusions, c'est que la crise économique qui frappe tout le monde, bien sûr, ça va affecter tous les pays du monde, y compris notre pays. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed Lessine Nassef. Je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, merci. Très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct.